forum Agrofourniture. Comment l'agrofourniture contribue-t-elle au respect de la biodiversité? Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Après le vote de la loi biodiversité, on s'est posé la question comment l'agrofourniture contribue-t-elle au respect de la biodiversité? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence donc, par Ronan Vigourou, donc de l'UPP, pour nous expliquer en quoi vous contribuez, votre filière contribue, ou en tout cas à préserver la biodiversité. Quels sont les axes, les actions et les axes d'amélioration de la filière phyto? Alors, suivant. J'ai identifié cinq secteurs, surtout. Bon, premier axe, l'optimisation du profil des substances et des formulations, des substances actives et des formulations des produits qui sont proposés aux agriculteurs. Alors là, c'est le cœur du métier des industriels du phyto, c'est ce qu'ils font depuis des dizaines d'années. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est évidemment un axe fondamental d'amélioration de l'impact que les produits phyto peuvent avoir sur l'environnement. Deuxième point, c'est l'amélioration des systèmes d'application et des itinéraires techniques des produits phyto. Là, il y a pour nous un grand levier par rapport notamment au machinisme et un meilleur respect de l'environnement. Troisième point, c'est la promotion des bonnes pratiques sur lesquelles nos industriels sont très actifs. Et quatrième point, tout ce qui est gestion des paysages. Et enfin, la préservation des pollinisateurs. Alors je vais revenir un petit peu en détail sur quelques éléments par rapport à ça. Donc les exemples d'actions qui sont mises en place par nos adhérents sur ces fermes pilotes, c'est la mise en place évidemment de toutes les bonnes pratiques agricoles et apicoles, le cas échéant, notamment à partir des diagnostics qui peuvent être faits au site Aquaplaine, entre autres. C'est la mise en place d'aménagements favorables à la biodiversité, haies, jachères fleuries, etc. Et c'est surtout aussi des observations qui sont faites par des experts par exemple des fédérations départementales de chasse sur la faune, des entomologistes sur les insectes utiles, des observations de la flore, sur la question des pollinisateurs maintenant. Pollinisateurs, trois leviers principaux. Il y a tout ce qui concerne l'AMM, avec un développement très fort ces dernières années de tout ce qui est processus de test de l'impact des produits sur les abeilles et les autres pollinisateurs. Il y a deuxième axe, c'est tout ce qui concerne l'encadrement des utilisations à travers la mention abeille qui est sur certains produits et toutes les restrictions d'usage qui en dépendent sur la mise en œuvre des traitements pendant les périodes de floraison et production d'exudats. Et le troisième volet, le troisième levier qu'on peut actionner, qui est donc, encore une fois, tout ce qui est mis en place de structures d'aménagement favorables à l'habitat des pollinisateurs, les haies et les jachères. Pour aller plus loin sur la question des abeilles, il faut rappeler quand même que les difficultés du secteur apicole sont de nature multifactorielle et que le rapport de l'ANSES de 2015, comme d'ailleurs le dernier article sur la surveillance de la mortalité de 2016 par un responsable de la DGRL, montre que c'est d'abord des problèmes de parasitisme, ensuite des problèmes de nutrition qui posent problème aux abeilles, moins devant les autres causes. Et donc c'est ces questions-là qu'il faut régler, et ces questions-là ne peuvent être réglées que par des actions, nous croyons, sur le terrain. C'est-à-dire d'aller sur le terrain, construire des projets avec les acteurs pour prendre en compte l'ensemble des facteurs qui peuvent influer sur l'abeille. Donc favoriser un dialogue apiculteur-agriculteur sur le terrain, observer la situation des ruchers avec leur environnement agricole et les interactions entre eux, et promouvoir les bonnes pratiques à la fois agricoles et apicoles. Alors, pour terminer, parce que j'ai déjà été assez long, notre conviction c'est que protéger les cultures n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement et de la biodiversité. Et que les démarches de progrès que l'UIPP a engagées depuis de nombreuses années, et en partenariat avec beaucoup d'acteurs de la filière, s'inscrivent complètement dans la promotion d'une agriculture durable qui protège les ressources
et la biodiversité. Merci bien, Monsieur Vigourou. Alors on va passer au secteur semences avec François Bureau. Donc effectivement la biodiversité cultivée, hein, on parle de biodiversité cultivée et de biodiversité sauvage. Donc vous allez peut-être nous parler des deux, je ne sais pas. En tout cas la biodiversité cultivée elle existe et elle est importante. Alors je vous laisse la parole. Oui, je vais vous parler des deux. En commençant, bonjour à tous, par la biodiversité cultivée, parce que un des premiers rôles de la filière semence, c'est d'accroître cette biodiversité cultivée, que ce soit sur des espèces potagères comme sur des espèces de grandes cultures. En tomates, on est passé de 52 variétés en 1980 à 466 en 2014. En blé de 131 variétés en 1955 à 336 en 2014 et en maïs de 38 variétés en 1962 à 1114 en 2014. On parle de la France. Ces chiffres sont importants à rappeler parce que d'une part la diversité des blés ne se voit pas d'une manière évidente en regardant des champs de blé et quant à la diversité des tomates, on ne retrouve pas forcément cette diversité dans nos assiettes. Donc là encore, c'est un enjeu de notre part en termes de communication qui est d'expliquer que la biodiversité cultivée, il faut qu'elle trouve ensuite, notamment quand on parle de produits alimentaires, il faut qu'elle trouve ensuite des circuits de distribution. Pour créer toute cette biodiversité, les sélectionneurs ont toujours eu recours, depuis 15 000 ans, à la biodiversité qui existait, que ce soit la biodiversité sauvage ou aujourd'hui ce qu'on appelle les ressources génétiques. Alors la particularité de cette conservation des ressources phytogénétiques en France et de cette biodiversité, c'est le fait qu'elle a été et elle est encore aujourd'hui conservée essentiellement par les sélectionneurs privés et publics et parfois des associations, l'État n'ayant jamais pris de responsabilité particulière dans cette conservation de la biodiversité. La grande caractéristique aujourd'hui de cette question de la filière semence par rapport à la biodiversité cultivée et aux ressources génétiques, c'est le fait qu'on est dans un environnement international qui comporte des risques importants pour les sélectionneurs au niveau mondial et cette activité de création de diversité, de création variétale. Le premier, j'aurais dû inverser, c'est la Convention sur la diversité biologique, parce que c'est elle qui a bouleversé l'environnement international. La Convention sur la diversité biologique a décidé que les ressources génétiques, qui jusque-là étaient un patrimoine commun de l'humanité, devaient passer sous la souveraineté des États. La Convention sur la diversité biologique dit à la fois que l'État est souverain sur les ressources génétiques qui sont sur son territoire, et par ailleurs, il aura le droit, quand on utilisera les ressources génétiques sur lesquelles il exerce sa souveraineté, il aura le droit de demander le partage des avantages des produits qui seront issus de ces ressources. Il est évident que dans le secteur de l'amélioration des plantes, ça pose ce raisonnement posait un énorme problème. Vous savez sans doute tous que pour faire de la sélection traditionnelle, on croise des plantes, on recueille de la biodiversité, on la croise, et puis on regarde ce que donnent les enfants. Alors, c'est devenu un peu plus moderne, mais je dirais à la base c'est ça, et notamment au moment où la Convention sur la diversité biologique a été signée, c'était le cas. Et on a dit, voilà, si un sélectionneur, avant de commencer de travailler à améliorer le blé, doit signer un contrat avec tous les pays d'origine des variétés, des ressources génétiques qu'il va utiliser dans sa sélection, ça va être insupportable. Et donc, les États se sont mis d'accord en disant on va extraire le secteur de l'agriculture et de l'alimentation de la Convention sur la diversité biologique, on va créer entre nous
à travers un traité qui s'appelle aujourd'hui le TIRPA, le traité international pour les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation, on va créer un système d'échange facilité, d'accès facilité à ces ressources, et un système de partage des avantages qui sera codifié de telle manière que voilà, il n'y ait pas de négociation, de contrat à signer pour chaque bénéficiaire avec chaque fournisseur, mais que tout ça soit partagé. Tout ça montre quand même que on est très en retard dans ces enjeux de gestion des ressources génétiques françaises, à cause d'une responsabilité non prise par l'État français, et que ce retard est dommageable dans une période où, avec justement l'accélération de l'innovation, des méthodes de sélection, les questions d'accès à cette biodiversité à la fois anciennement cultivée et sauvage vont être de plus en plus stratégiques. Alors, le troisième intervenant, on va donc demander à Philippe Éveillard. Voilà, Philippe Éveillard donc, sur l'UNIFA. Donc là, on va être sur la biodiversité, peut-être plus du sol, sans doute. Moi, je vais m'intéresser dans ma présentation à deux types de biodiversité, parce qu'il y a une biodiversité de type macro, ça a été dit, biodiversité des écosystèmes, à travers l'utilisation qu'on a des terres. Et nous sommes concernés puisque la fertilisation permet une production végétale plus importante que ce qu'on pouvait trouver dans les systèmes traditionnels, avec peu d'éléments nutritifs ou des contraintes de disponibilité d'azote notamment. Donc voilà, ça va jouer sur l'utilisation des terres, et si on a pu dégager près de presque 4 millions d'hectares de forêts supplémentaires depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est parce qu'on a amélioré la productivité sur les surfaces agricoles. On a moins de surfaces agricoles, résultat, on a plus de forêts et on a aussi sans doute plus d'espaces naturels protégés, donc il y a un lien entre tout ça. Et puis il y a aussi le deuxième type de biodiversité auquel je vais m'intéresser, c'est la micro, c'est-à-dire la biodiversité du sol, tout l'écosystème du sol qui fonctionne beaucoup autour des chaînes de carbone et de l'azote et des autres éléments nutritifs avec beaucoup de micro-organismes. Je vais un peu en donner un éclairage. Alors la biodiversité du sol, oui, c'est bien sûr, on parle des sols vivants maintenant, on met beaucoup en avant cet aspect-là. C'est une clé de la fertilité, incontestablement. Les micro-organismes, en particulier bactéries et champignons, sont à l'origine de nombreux processus de recyclage dans le sol et ils sont un moteur dans les cycles d'éléments nutritifs. On considère que 25% de la biodiversité terrestre existe dans les sols, mais on la connaît encore très mal. J'ai extrait ce petit graphique d'une très belle brochure de l'ADEME, la vie cachée des sols, et en vert vous avez toutes les espèces estimées, donc c'est un nombre d'espèces qui ne sont pas encore connues, pas encore identifiées. Donc là il y a encore beaucoup à découvrir. Alors, cette biodiversité du sol, dans le sol, elle existe parce qu'il y a un milieu physique favorable, donc on revient à l'importance de la structure du sol, à la circulation de l'eau et de l'air, c'est d'abord créer des habitats favorables, et elle existe aussi parce qu'elle reçoit quelque chose à manger, parce qu'elle n'est pas, pour l'essentiel, la photosynthèse se fait au-dessus d'elle par les plantes, et c'est cette matière organique qui revient au sol par le biais des résidus de culture, ou des engrais verts, enfin on laisse la plante complètement au sol dans le cas des cultures intermédiaires. C'est ça qui va fournir du carbone organique qui est à la base de la nutrition des micro-organismes. Dans notre action, on a une action d'abord un petit peu pédagogique pour mieux expliquer en quoi les amendements, par exemple, favorisent cette activité biologique. Bon, c'est l'effet du pH, on sait très bien démontrer que l'acidité des sols n'est pas favorable à l'activité biologique. Et puis nous avons aussi apporté notre soutien à l'initiative 4 pour 1000 prise par Stéphane Le Foll sur le stockage carbone, et donc qui a été à nouveau discuté à la COP22 à Marrakech. C'est l'idée derrière d'utiliser les sols comme un réservoir possible de stockage du CO2 sous forme de carbone organique dans l'humus des sols. Alors, du côté réglementation, sur l'aspect biodiversité et utilisation des terres,
il y a bien sûr une influence de l'argumentation européenne et française. Au niveau européen, les surfaces d'intérêt écologique, alors qui certes à leur premier niveau fixé à 5% de la SAU n'ont pas été très contraignantes, autant qu'on a pu prendre en compte les légumineuses, les couverts intermédiaires dedans, mais probablement ça sera revu et réévalué à 7%, ça peut amener, voilà, il va falloir contraindre un peu la surface cultivée pour faire la place à ces surfaces d'intérêt écologique. Nous avons aussi du côté européen le maintien de la part des prairies qui nous contraint désormais. Donc c'est la part des prairies dans la SAU, et j'ai pris connaissance tout récemment là, des arrêtés de début novembre du ministère de l'Agriculture qui vont contraindre les agriculteurs dans les régions dans lesquelles la part de prairies a diminué de plus de 4%, je crois, dans la SAU depuis la référence, elle était en 2005, c'est des prairies permanentes de plus de 5 ans. Donc en Normandie et dans les Hauts-de-France, il va falloir déclarer si on veut retourner une prairie, voire dans les Hauts-de-France une interdiction du retournement des prairies. On va les sanctuariser. Alors si on prend en compte tous ces nouveaux objectifs que l'on a et qui sont une demande sociétale, la question est quand même de plus en plus comment produire plus sur moins de surface cultivée. Par ailleurs, ça n'est jamais au détriment du sol, parce que si l'on raisonne correctement, un rendement plus élevé laisse aussi davantage de résidus. Et davantage de résidus, c'est plus de nourriture pour l'écosystème vivant du sol. Et à terme, c'est aussi plus d'humus. Alors après, tout dépend du rythme du travail du sol, des cultures qu'on a dans la succession. Si effectivement on est en pommes de terre, légumes industriels, où on laisse pratiquement rien au sol pour se nourrir, on va avoir plus de problèmes. Il faudra certainement introduire des amendements organiques. Mais dans des successions de cultures où on laisse beaucoup de racines, de tiges au sol, on a un entretien en matière organique qui peut être assuré à des niveaux corrects. Voilà, donc ça c'est un peu macro, le rôle de la fertilisation et donc d'améliorer la productivité sur les surfaces existantes pour libérer des surfaces qui vont de plus en plus être demandées, soit pour les espaces naturels, pour la protection de la biodiversité, pour la protection de l'eau et de nombreux autres usages. Pour les nouveaux produits, ça concerne les biostimulants en particulier, nous passons aussi par un dossier de demande d'autorisation de mise en marché à l'ANSES. C'est un processus national pour l'instant. Il est en discussion au niveau européen pour le rentrer dans un règlement qui est au Parlement en ce moment, élargi sur toutes les matières fertilisantes, y compris les additifs agronomiques et biostimulants. Voilà. Et dans ces dossiers, il faut démontrer l'innocuité sur la vie du sol. Mais bien sûr, on n'est pas obligé forcément de faire tout ça pour avoir une bonne biodiversité dans le sol. Il y a des moyens classiques qui sont de protéger le sol. C'est peut-être des évidences, mais on le rappelle, les agriculteurs ils sont très sensibles parce que c'est la qualité de leur sol et de leur activité biologique qui porte leur avenir futur. Et de protéger les sols contre l'érosion. À l'évidence, ça aussi très favorable à l'activité biologique, la structure du sol, l'acidité, j'en ai parlé, les résidus de culture, la matière organique. Vous voyez, beaucoup de choses interagissent, c'est ce qui fait que c'est très complexe. Les couverts végétaux sont un vrai progrès en agriculture. Et puis, la succession des cultures, les spécialistes disent que la biodiversité qu'on a sur la surface induit la biodiversité qu'on a dans le sol. Il y a une interaction entre les deux. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation. Très bien, merci. Alors on continue, on va changer complètement de secteur et pour aller vers le médicament vétérinaire. Donc Jean-Louis Huneau, à vous. Voilà, de quelle façon vous intervenez autour de la biodiversité? Alors d'abord, je dois qualifier la santé animale. D'ailleurs, elle a été évoquée par d'autres avant moi. Tout de suite, on se dit, bon, les animaux producteurs d'aliments, en effet, enfin, c'est jamais que la moitié de notre marché. On a aussi des animaux de compagnie, et normalement, ça, il y en a un sur deux qui sera content de le voir ce soir. Bon, alors il n'y a pas que ça, il y a les animaux de sport. Il y a le cheval, notamment, qui est une activité économique dont on attend évidemment des spécificités. Et puis on a parlé des abeilles. Alors les abeilles, c'est quoi? Les abeilles, ça a été dit, ça a des maladies, les abeilles, ça a des ennemis, des parasites, et on a en effet des médicaments pour soigner les abeilles et lutter contre leurs parasites. Mais ça a été dit aussi, il n'est pas possible d'évoquer toutes ces espèces, tous ces animaux, sans visiter le modèle économique qu'il y a derrière. Donc, mon propos est en présentation de dire que
La notion de santé animale est au cœur d'un certain nombre d'enjeux que je vais tenter de lister par catégorie, mais surtout au cœur de ce que l'on pourrait appeler le développement durable, et en l'occurrence ici le développement durable en agriculture. On ne peut pas dissocier maintenant l'environnement de la santé de l'homme et de l'animal dans leurs interactions et de développement économique. Les trois sont absolument liés. Alors, bien sûr, le premier but de nos produits, c'est la santé animale. La deuxième, c'est bien sûr la liaison homme-animal. L'homme est beaucoup plus sensible à sa santé qu'à celle des animaux en règle générale, et tant qu'il n'y a pas une menace pour la santé humaine, on a du mal à expliquer que, par exemple, résoudre le problème émergent dans un pays d'Asie sur la grippe aviaire serait plus intelligent que de vacciner les Français quand on voit ce qui s'est passé la dernière fois. La deuxième, c'est la sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'un animal sain, c'est un aliment sain. On oublie cette dimension, parce que nous sommes dans un pays qui ne se pose plus ces questions réellement, le niveau de sécurité alimentaire étant parmi les meilleurs du monde. Mais ça se pose dès que nous prenons l'avion et passons une heure dedans. Deuxième chose, c'est que la biodiversité renvoie à la notion de changement climatique et notamment de l'état des écosystèmes. Et une dégradation de l'écosystème est un des facteurs clés du développement des maladies. Donc il y a un lien santé animale, biodiversité, écosystème. C'est aussi la notion d'accès à l'alimentation, le coût de l'alimentation, c'est-à-dire le coût de production. Alors là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, c'est que l'éleveur français est le chef d'entreprise le plus pauvre de France, ce qui est inacceptable, et on ne peut pas avoir un développement de la santé animale si l'éleveur français n'est pas en capacité de gagner correctement sa vie. Or, la santé animale est un élément d'augmentation de son niveau de vie. Donc il faut trouver le cycle par lequel une juste appropriation des instruments, notamment de prévention, de vaccination, peut être démontrée, peut être financée pour augmenter le revenu des éleveurs. La deuxième chose, c'est quelle a été l'évolution de la prise en compte de la biodiversité par notre filière au cours du temps. Alors je crois que, encore une fois, ce sont surtout les menaces sur la santé de l'homme et surtout les risques de perte économique. On a encore 20% des animaux destinés à l'alimentation qui ne vont pas jusqu'à la fin de leur cycle en raison de maladies animales. C'est un objectif pour nourrir la planète. Ça, c'est un chiffre au niveau mondial. Oui, bien sûr. C'est beaucoup moins que des pays où il y a un réseau vétérinaire, où il y a des réseaux que sont les groupements techniques vétérinaires, que vous avez des GDS, les groupements de défense sanitaire, etc. Enfin, vous m'aviez posé la question de quels étaient les axes d'amélioration. Là aussi, je retrouve chez mes cousins les mêmes axes, les bonnes pratiques. Là, en l'occurrence, chez nous, de la pratique vétérinaire. Nous avons, par exemple, sur ces antibiotiques, des conférences de consensus qui permettent, espèce par espèce, de mieux guider la pratique vétérinaire sur les meilleures pratiques qui assurent l'efficacité de ces traitements. Nous avons une réglementation qui tente de tenir compte des spécificités des micro-marchés, c'est-à-dire les espèces mineures et les usages mineurs, qui est un point clé, parce qu'aller questionner un éleveur de lapin, il va vous expliquer qu'il n'a pas les produits qui sont nécessaires à sa production. Faciliter la disponibilité des vaccins. Avant, nous avions une réglementation qui allait de l'antiparasitaire à l'antibiotique. Au vaccin, on voit bien que sur les vaccins, il y a des prises en compte des urgences qui nécessitent une adaptation de la réglementation, comme le fait d'ailleurs un peu plus les États-Unis. Enfin, je le disais tout à l'heure en introduction, au final, si l'éleveur n'a pas les moyens de conduire les investissements qui fait qu'il n'a pas, en quelque sorte, des règles de biosécurité satisfaisantes, etc., liées à ses locaux, etc., il aura tendance à utiliser, en effet, des produits comme les antibiotiques de manière curative et parfois à mauvais escient. Donc il faut intégrer la relation santé animale, médicaments vétérinaires et biodiversité aussi dans cette dimension économique de l'élevage. Voilà, si vous voulez, un aperçu de ce que l'on pourrait peut-être appeler la relation médicaments vétérinaires biodiversité. Merci beaucoup. On va tout de suite passer sur la dernière intervention donc de François Omnès.
Alors, donc vous, votre intervention, on va brosser un peu tout ça. Vous allez faire un peu une synthèse, peut-être pas sur les médicaments vétérinaires, mais pour pas mal d'autres points. Je vous laisse intervenir sur la façon dont vous travaillez avec l'ensemble du milieu agricole sur ces questions de prise en compte de la biodiversité. Oui, effectivement, j'ai brossé un peu large, passé en revue un certain nombre de pratiques qui semblent pour l'Office de la chasse intéressantes à développer pour une meilleure prise en compte et un développement de la biodiversité sur le terrain. Dans ce que je vais vous proposer, les aspects de faune vont plutôt être axés sur la petite faune. L'Office de la chasse a une mission d'expertise, de recherche et de police sur la faune sédentaire et la faune migratrice. Donc dans ce que je vais vous présenter, on va autant parler de la perdrix grise que du lièvre, du chardonneret ou de l'outarde, mais pas forcément des micro-organismes du sol et pas forcément des abeilles non plus. Donc pour nous, les actions qui sont à mettre en œuvre doivent être réalisées à très grande échelle sur l'ensemble de l'espace agricole et sur tous ces habitats, en ayant en mémoire que cette amélioration de l'habitat a différents objectifs, notamment de favoriser la nidification, c'est-à-dire la reproduction de la faune sauvage, de favoriser la survie des jeunes et notamment leur nourrissage, de fournir un couvert hivernal qui va les protéger des intempéries et des prédateurs, et de développer aussi à grande échelle des précautions par rapport à des risques liés à certaines pratiques agricoles. Par contre, la contrepartie, c'est qu'il faut un cadre réglementaire adapté, notamment un cadre réglementaire adapté, qui prenne réellement en compte les contraintes techniques et économiques des agriculteurs. Et notre action, elle est basée plutôt sur la mise en place d'expérimentations de terrain et d'une communication de proximité auprès des agriculteurs. En l'occurrence, donc, le programme sur lequel on est le plus investi s'appelle le programme Agrifaune. Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous en ont entendu parler. Pour nous, ça se traduit par un réseau d'action dans 70 départements auprès de 4 à 500 agriculteurs en fonction des actions qui sont menées et sur un certain nombre de thèmes qui sont prioritaires. Je vais vous en brosser un certain nombre. La première mesure qui doit être mise en place pour favoriser la biodiversité en zone agricole, et en l'occurrence, je constate avec plaisir qu'on était plusieurs à identifier cet effet-là, c'est la nécessité de réorganiser le parcellaire agricole et de recréer cette mosaïque paysagère qui est très favorable à la biodiversité, quelles que soient les espèces. Autant pour la perdrix grise, le faisan, que les abeilles et autres micro-organismes. En l'occurrence, nous, pour la perdrix grise, ce qui nous intéresse quand on organise une mosaïque paysagère, c'est l'augmentation des lisières entre les différentes cultures, lesquelles lisières vont être les espaces privilégiés de vie pour cette espèce. Alors si on passe au point suivant, c'est tout ce qui concerne la récolte, l'entretien, les broyages, en clair la relation entre la faune et le machinisme. Malheureusement, c'est souvent un sujet qui est un peu dramatique. Bon, je vous ai épargné les images de Bambi un peu en mal en point. Mais la réalité, c'est qu'on a en gros 20% de la faune sauvage présente dans un champ, par exemple, de luzerne, ou dans un champ d'herbe, là, qui va être tué par les machines agricoles. Donc, en l'occurrence, à l'office, on n'est pas dans une logique de dire qu'il faut interdire les agriculteurs de récolter. On n'est quand même pas... certains n'auraient pas peur d'avoir ce type de discours. Nous, on n'est pas dans cette logique, et on propose deux pistes. La première, c'est d'utiliser une vieille idée, qui est l'idée des barres d'effarouchement. Les barres d'effarouchement, il y a 80 ans dans les campagnes, c'était pas un problème. Entre les deux guerres, il y avait des barres d'effarouchement quasiment dans toutes les fermes, dès lors que l'agriculteur était chasseur. Donc, c'est pas une idée nouvelle. La seule chose, c'est que les conditions d'utilisation du machinisme ont changé. Les machines vont plus vite, les machines sont plus larges, et les enjeux de récolte, avec les créneaux horaires, sont plus stricts. Donc dans ces conditions-là, et là par contre on a un vrai besoin d'innovation, on a besoin de machines nouvelles pour faire l'effarouchement. Et donc si on veut, aussi bien pour des aspects faune sauvage que pour des aspects sanitaires, avec les problèmes de présence de cadavres dans des fourrages, on a tout intérêt à trouver des solutions qui permettent
aux agriculteurs d'éviter ce genre de casse. Maintenant, si on prend l'autre bout de la logique, qui concernerait plutôt la matière qu'on va récolter, il y a un énorme intérêt aujourd'hui à valoriser des ressources génétiques qui permettraient de travailler sur des récoltes plus tardives, des récoltes de bonne qualité, mais plus tardives. Sur des zones à enjeu, comme par exemple les zones Natura 2000 pour le Ral des Genêts ou pour l'Outarde de Cannepetière, au lieu d'indemniser des agriculteurs pour retarder des fauches, pour récolter des fourrages qui seraient de mauvaise qualité, il vaudrait mieux qu'on réfléchisse pour mettre en place des fourrages qui puissent être récoltés plus tard, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais qui gardent toute leur qualité agricole. Et là, on aurait un vrai enjeu et un vrai bénéfice pour les agriculteurs et pour la biodiversité. Alors, si on passe au point suivant, donc, qui concerne les produits phytopharmaceutiques, je ne rentrerai pas dans le débat qui peut exister sur la nocivité de telle ou telle matière active. Les publications scientifiques foisonnent sur ce sujet. La seule chose que nous on a observé, notamment par le réseau SAGIR, qui est un réseau d'observation des mortalités de la faune sauvage sur le terrain, et qui est piloté par l'Office et par les fédérations des chasseurs, la seule chose qu'on peut observer, c'est que la mortalité directe liée à l'usage par des phytosanitaires diminue, et c'est clairement lié à la disparition d'un certain nombre de matières actives qui étaient à l'époque hautement toxiques. La seule chose, nous, l'interrogation qui reste dans les travaux de l'Office, ce sont sur les effets sublétaux, c'est-à-dire sur les effets qui vont éventuellement impacter la reproduction des espèces ou leur état sanitaire, notamment pendant la période hivernale, donc leur capacité à passer l'hiver et à initier une reproduction dans de bonnes conditions. Là restent des interrogations et les travaux qui sont menés par les industriels dans le cadre des demandes d'autorisation contribuent aussi à ce type de connaissances. Ma dernière diapo, on a d'autres pratiques qui sont possibles, alors notamment le travail sur les couverts graignés. Alors si vous regardez un petit peu les travaux notamment du CRBPO, c'est-à-dire du Muséum national d'histoire naturelle et de son organisme de suivi des populations d'oiseaux, on remarque que la quasi-totalité des oiseaux qui fréquentent les espaces agricoles sont en recul. Alors pour certains, c'est assez particulier, lié à des conditions climatiques. Pour d'autres, c'est directement lié à la ressource alimentaire, et notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle évidemment, je vais la retrouver, les petits oiseaux granivores et insectivores. L'enjeu, c'est vraiment la ressource alimentaire, et en l'occurrence, on essaie d'inventer la jachère 2.0, c'est-à-dire aller au-delà de la jachère en ferment de faune sauvage ou de la jachère d'herbe, mais une jachère qui répondrait réellement à des besoins biologiques pour les espèces. En l'occurrence, on travaille donc avec un certain nombre de semenciers et avec certains organismes, notamment Syngenta, sur le développement de ces couverts graignés, qui permettent de mettre à disposition des ressources alimentaires depuis l'été, automne et hiver. Enfin, le dernier point, et sur lequel l'innovation est importante également, c'est la gestion adaptée de l'entreculture, et avec deux aspects importants, notamment le développement des couverts d'interculture, sur lequel Agrifaune a énormément travaillé, notamment avec la création d'un label qui a été largement repris par les structures coopératives et par les vendeurs de semences, et aussi les enjeux de préservation des chaumes et de développement des couverts, des semis de légumineuses sous couvert végétal, sous couvert notamment de céréales, pour mettre à disposition des habitats et des ressources alimentaires pour la faune sauvage. Voilà, donc en conclusion, simplement dire qu'on a un certain nombre de solutions anciennes qui méritent d'être remises au goût du jour et redéveloppées sur l'ensemble du territoire, mais que très majoritairement, si on attend que les agriculteurs les reprennent comme ça tout seuls, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment l'inclure dans une démarche innovante, dans une démarche de révision des pratiques à grande échelle. Et si on a accès à un certain nombre d'innovations qui sont prises par la filière pour justement prendre en compte la biodiversité, à ce moment-là, on peut espérer qu'une très grande majorité des agriculteurs saisiront l'opportunité et le mettront en œuvre.
Merci à tous les 5 pour vos interventions. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.